Je me suis accrochée avec ma belle-mère. Mon mari est arrivé en furie, m'a donné une claque et a crié: Sors d'ici! Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est moi qui leur envoie 2 000 € chaque mois et que la villa est enregistrée à mon nom. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute. Pas à ma sœur, pas à ma meilleure amie, pas même à mon thérapeute, du moins pas dans les détails. Parce que pendant longtemps, j'avais honte. Honte d'avoir laissé faire. Honte d'avoir cru que l'amour suffisait. Honte d'avoir fermé les yeux sur des choses que mes propres yeux voyaient très clairement. Aujourd'hui, je n'ai plus honte. Aujourd'hui, je parle. Et ce que vous allez entendre va peut-être vous choquer. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Peut-être que vous allez pleurer. Peut-être les deux à la fois. Mais surtout, j'espère que vous allez comprendre une chose. Le silence a une fin. Et quand il se brise, il fait un bruit que personne n'oublie. Je m'appelle Inès, j'ai 37 ans. Je suis comptable indépendante, je travaille depuis chez moi depuis 8 ans, et pendant 6 de ces 8 années, j'ai été l'épouse de Karim. 6 ans de mariage. 6 ans à aimer un homme qui, au fond, n'a jamais vraiment choisi entre moi et sa mère. 6 ans à construire quelque chose que je croyais solide, pendant que l'autre côté de la fondation était en train de pourrir en silence. Je ne le savais pas encore quand je l'ai épousé. Ou plutôt, je le sentais, mais je refusais de le voir. Parce que quand on aime quelqu'un, on invente des excuses. On dit que ça va changer, on dit que c'est temporaire, on dit que la famille, ça se gère avec le temps. On se ment à soi-même avec une conviction absolue. Et pendant ce temps-là, le temps passe. La première fois que j'ai rencontré Fatima, c'était un dimanche de novembre. Karim m'avait dit: Ma mère est quelqu'un de bien. Tu vas l'adorer. Il avait dit ça avec tellement de certitude que j'y avais cru. Nous sommes arrivés à leur appartement. À l'époque, ils habitaient encore dans un F4 dans le 18e arrondissement. Karim, sa mère et son frère cadet Youssef. La table était mise. Il y avait des plats partout. Et Fatima était là, debout dans sa cuisine, avec ce sourire qu'elle avait, un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Elle m'a regardé de la tête aux pieds, lentement, comme si elle faisait un inventaire. Puis elle a dit: Ah, c'est toi? Pas bonjour, pas bienvenue. Ah, c'est toi? Karim a rigolé. Il a dit: Maman, sois sympa. Et elle a tourné le dos pour retourner à ses casseroles. Ce soir-là, j'aurais dû écouter ce que mon ventre me disait. Mais je ne l'ai pas fait. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard. Petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Ma mère pleurait de bonheur. La mère de Karim, elle, a passé la moitié du repas à chuchoter avec sa sœur en me regardant de loin. Je voyais leurs regards. Je les sentais comme des petits cailloux qu'on vous jette doucement, pas assez forts pour que vous puissiez vous plaindre, mais assez forts pour que vous les sentiez. Karim ne voyait rien, ou il faisait semblant de ne rien voir. Je ne sais toujours pas lequel des deux est pire. On s'est installé dans un appartement à nous, dans le 13e. Beau quartier, bel appartement, je payais la moitié du loyer. En réalité, un peu plus que la moitié parce que Karim traversait une période difficile dans son travail de commercial. Je ne comptais pas. On était mariés. Ce qui est à moi est à toi, tout ça. J'y croyais vraiment. Les premières années ont été correctes. Pas parfaites, mais correctes. Les problèmes avec Fatima existaient, mais ils restaient à distance. Elle appelait Karim 2 fois par jour, minimum. Elle avait une opinion sur tout ce qu'on faisait. Notre façon de décorer l'appartement, ce qu'on mangeait, où on partait en vacances, quand on allait avoir des enfants. Cette dernière question revenait à chaque repas de famille. Alors, c'est pour quand? Et elle regardait mon ventre quand elle disait ça. Pas mon visage, mon ventre. Comme si j'étais un four et qu'elle attendait que le pain soit prêt. Je souriais, je disais qu'on n'était pas encore prêt. Elle soupirait comme si j'avais dit quelque chose d'obscène. Karim changeait de sujet. Et la vie continuait. Mais c'est quand la situation financière a changé que tout a vraiment basculé. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, parce que les détails comptent. À la fin de la 3e année de notre mariage, mon activité de comptable a explosé. J'avais mis des années à construire mon portefeuille de clients, à me faire une réputation, à travailler 60 heures par semaine depuis ma table de salle à manger pendant que Karim regardait la télé. Et là, d'un coup, ça a décollé. Un grand cabinet m'a proposé un contrat de sous-traitance. Puis 2 autres entreprises m'ont suivi. En l'espace de 12 mois, mon chiffre d'affaires avait triplé. Je gagnais bien, très bien. Beaucoup mieux que Karim, qui à cette époque avait changé de poste et gagnait un salaire correct mais pas exceptionnel. J'aurais dû garder ça pour moi. J'aurais dû ne rien dire, ou du moins faire attention à la façon dont j'en parlais. Mais j'étais heureuse. J'étais fière. Et j'en ai parlé librement. C'est là que j'ai fait mon erreur. Parce que Fatima a entendu. Et à partir du moment où Fatima a compris que c'était moi qui faisais rentrer l'argent dans le foyer,
quelque chose a changé dans sa façon de me regarder, pas en mieux. Non, en pire, comme si ma réussite était une menace, comme si le fait que je gagne de l'argent lui enlevait quelque chose à elle. Je ne comprenais pas au début. Maintenant, je comprends parfaitement. Dans sa tête, une femme qui gagne de l'argent, c'est une femme qui n'a pas besoin de son mari. Et une femme qui n'a pas besoin de son mari, c'est une femme dangereuse. Elle avait peur que je prenne son fils. Alors elle a décidé de me détruire avant que j'aie la chance de partir. C'est à cette époque que les premières vraies attaques ont commencé. Jusqu'alors, c'était des petites piques, des regards, des soupirs, des sous-entendus. Maintenant, c'était différent. Maintenant, c'était frontal. Je me souviens d'un dîner en particulier, un vendredi soir chez eux. On avait amené du vin. Enfin, j'avais amené du vin. Une bonne bouteille. Parce que je sais que Youssef aime ça même si la mère fait semblant de ne pas boire. On était à table. Je parlais d'un projet que j'avais en cours, un client assez important, une PME du secteur tech. Je parlais avec enthousiasme. Et Fatima, au milieu de ma phrase, sans lever les yeux de son assiette, a dit « Les femmes qui travaillent trop oublient leur maison. » Silence. Karim a toussé. Youssef a regardé son verre. Et moi, j'ai continué à parler, comme si je n'avais pas entendu. Parce que si j'avais répondu, j'aurais dit quelque chose que je n'aurais pas pu reprendre. Et à cette époque, je tenais encore à la paix. Mais la paix avait une date d'expiration. Et cette date, je ne la connaissais pas encore. Ce que je savais, c'est que Karim ne disait jamais rien. Jamais. Quand sa mère me faisait une remarque, il regardait ailleurs. Quand elle me comparait à la femme de son cousin, une femme au foyer, très pieuse, toujours impeccable, qui avait déjà 3 enfants à 30 ans, Karim souriait bêtement et disait que chaque famille était différente. Il ne la contredisait jamais. Il ne me défendait jamais. Et moi, je rentrais chez nous ces soirs-là avec quelque chose qui brûlait dans la poitrine. Pas de la colère, pas encore. Plutôt une douleur sourde. Le genre de douleur qu'on n'arrive pas à montrer du doigt, mais qui est là en permanence. Le genre qui vous empêche de dormir et que vous ne savez pas expliquer quand on vous demande comment vous allez. C'est au cours de la 4e année de mariage que l'idée de la villa est née. Pas de moi, de Fatima. Elle vivait toujours dans le F4 du 18e avec Youssef. Youssef, qui à 30 ans n'avait pas de travail fixe, vivait au crochet de sa mère et passait ses journées à jouer à des jeux vidéo. Fatima avait commencé à dire qu'elle voulait quelque chose de plus grand, qu'elle méritait mieux, qu'à son âge, avoir une belle maison, c'était normal. Elle disait ça à Karim bien sûr, jamais directement à moi, mais de façon à ce que je l'entende. Et Karim, comme toujours, écoutait. Et Karim, comme toujours, est venu me voir avec cette expression. Vous savez, cette expression que les gens ont quand ils veulent à vous demander quelque chose d'énorme en faisant comme si c'était quelque chose de tout petit. Cette expression mi-coupable, mi-espoir. Il m'a dit « Et si on achetait une maison pour ma mère ?» J'ai cligné des yeux. « Avec quel argent ?» Il a dit « Ben, avec nos économies. » Nos économies. Ses économies à lui étaient quasi nulles. Les miennes, je les avais constituées en travaillant comme une folle depuis des années. Il n'a pas dit ça, bien sûr, mais c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait mon argent pour acheter une maison à sa mère. J'aurais pu dire non. J'aurais dû dire non. Mais j'ai dit oui. Pas par faiblesse, pas vraiment. J'ai dit oui parce que j'ai vu l'occasion de faire quelque chose d'intelligent. Quelque chose que Karim et Fatima n'ont pas vu venir. Parce que si on achetait une maison, l'achat allait se faire avec mon argent à moi. Et si c'était mon argent, le titre de propriété allait être à mon nom uniquement. J'en ai parlé avec mon notaire sans en parler à Karim. Mon notaire, une femme formidable, sèche et précise, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, m'a regardée et a dit « Vous êtes sûre ?» J'ai dit « Absolument ». Elle a dit « Très bien, alors on va faire ça proprement ». Et on l'a fait proprement. Le titre de propriété de la villa est à mon nom, uniquement au mien. Karim a signé des documents, mais il ne les a pas lus. Il signe toujours sans lire. Il m'a dit un jour que la paperasse l'ennuyait. Cette habitude lui a coûté cher. La villa se trouve en région parisienne, dans une petite ville tranquille avec un jardin et un garage. Pas immense, mais très bien. 3 chambres, un salon spacieux, une cuisine équipée. Fatima l'a visitée et elle a dit « Je vous jure sur tout ce qui m'est cher », elle a dit « C'est moins grand que ce que j'espérais ». Karim a dit « Maman, c'est magnifique ». Elle a haussé les épaules. Elle a quand même emménagé avec Youssef 3 semaines plus tard. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à verser 2000 € par mois sur le compte de Karim, officiellement pour les charges et l'entretien de la maison familiale. En réalité, cet argent allait directement dans les mains de Fatima. Elle utilisait ça pour ses courses, ses sorties, ses factures,
Et ses factures à elle, c'était aussi les dépenses de Youssef, qui ne travaillait toujours pas. Donc concrètement, je finançais la vie d'une femme qui me détestait et d'un homme que je connaissais à peine. 2 000 € par mois, pendant 2 ans. Je faisais ça parce que Karim me le demandait, parce que c'était la famille, parce que je voulais croire que ça allait racheter quelque chose. Ça n'a rien racheté du tout. Les visites à la villa sont devenues un supplice. Fatima avait ses habitudes, ses règles, ses territoires. Dans sa propre tête, c'était sa maison, pas la mienne. Elle ne me disait jamais merci, pas une fois. Pas pour l'argent, pas pour la maison, pas pour les cadeaux que j'apportais aux fêtes. Elle prenait tout comme si c'était dû. Comme si j'étais une employée dont le salaire était normal et ne méritait pas de reconnaissance. Et Karim laissait faire. Il disait « c'est sa façon d'être ». Il disait « elle t'aime à sa façon ». Il disait des choses qui ne voulaient rien dire pour me calmer, et pendant quelques heures, ça marchait. Puis la prochaine visite arrivait et ça recommençait. Il y a eu des incidents, des petits, des grands. Je vais vous en raconter quelques-uns pour que vous compreniez dans quel climat on vivait. Un jour, j'avais apporté des fleurs, des pivoines roses, que j'avais achetées chez un fleuriste sur le chemin. Fatima les a regardées, a dit « J'aime pas les pivoines » et les a posées sur le bord de l'évier sans les mettre dans un vase. J'ai rien dit. Un autre jour, on était tous à table et elle a servi tout le monde avant de me tendre à moi la portion la plus petite, en disant « Je savais pas si tu mangeais encore », comme si j'étais au régime, comme si elle avait pris soin de moi. Karim a ri. J'ai mangé ma portion trop petite sans rien dire. Une autre fois encore, elle a dit devant tout le monde que la femme idéale pour son fils aurait été la fille d'une de ses amies, une certaine Nadia, qui était douce, discrète et savait tenir une maison. Je suis là, assise en face d'elle. Je l'entends. Karim regarde la télé. Je mange. Je serre ma fourchette tellement fort que mes articulations blanchissent. Ce jour-là, le jour dont je vais vous parler maintenant, le jour de la claque, c'était un samedi d'octobre. Je me souviens du temps qu'il faisait parce que je regardais par la fenêtre de la cuisine en attendant que l'eau bout pour le thé. Il faisait gris. Un gris lourd, avec ce ciel bas qui écrase les couleurs. Karim était parti voir un ami dans l'après-midi et devait nous rejoindre plus tard. J'étais là avec Fatima et Youssef. Ce n'était pas prévu comme ça. D'habitude, on venait ensemble. Mais Karim avait un truc à régler et il m'avait dit « Vas-y devant, tu seras bien ». Je n'aurais pas dû. Mais je suis allée. Youssef était dans sa chambre. Fatima et moi étions dans la cuisine. Il y avait une tension depuis le début de l'après-midi. Je ne sais même plus pourquoi exactement. Peut-être parce qu'elle m'avait fait une remarque sur ma veste en arrivant. Peut-être parce que je n'avais pas souri assez vite. Peut-être parce qu'elle avait besoin d'une raison pour décharger quelque chose. Elle a commencé à parler de la maison. Elle a dit qu'il fallait refaire la salle de bain, que les carrelages étaient démodés, qu'elle avait vu des devis. J'ai dit, calmement, que les travaux attendraient, que ce n'était pas le bon moment financièrement. Elle a dit « C'est notre maison, on peut bien y mettre ce qu'on veut ». Et là, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi, quelque chose de petit mais de décisif, comme une pièce qui tombe et qui déclenche tout le reste. J'ai dit, toujours calmement « Non, Fatima, ce n'est pas votre maison ». Elle m'a regardée. « Pardon ?» J'ai dit « La maison est à mon nom. C'est moi qui l'ai achetée. C'est écrit dans les actes. » Silence. Elle a changé de couleur. Pas rouge de colère. Non, quelque chose de plus étrange. Blanche. Elle est devenue blanche. Puis elle a dit, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, « Tu mens. » J'ai dit, « Je ne mens pas. » Elle a explosé, pas en pleurs, en cris. Elle criait que j'étais une menteuse, que je cherchais à voler la famille, que Karim allait entendre parler de ça, que j'étais une ingrate, que depuis le début, elle savait que j'étais mauvaise, que son fils avait fait la pire erreur de sa vie en m'épousant. Elle criait tout ça en même temps, en arabe et en français mélangés, les mains dans tous les sens. Youssef est sorti de sa chambre attiré par le bruit. Il m'a regardé avec les yeux de sa mère. Et moi, j'étais là, debout, immobile. Je ne criais pas, je ne pleurais pas, je la regardais, je la laissais se vider. Parce que j'avais attendu ce moment longtemps, pas le chaos, pas la douleur, le moment où la vérité sortait enfin à l'air libre. C'est à ce moment-là que Karim est arrivé. Il avait la clé bien sûr. Il a ouvert la porte d'entrée et il a entendu sa mère avant même de nous voir. Il est entré dans la cuisine. Il a vu sa mère en larmes, parce qu'à présent elle pleurait, les larmes après les cris, comme toujours. Il a vu Youssef debout avec les bras croisés. Et il m'a vu, moi, debout au milieu de tout ça, les mains dans les poches, le visage fermé. Et avant même de me demander ce qui s'était passé, avant même d'entendre ma version, avant même de dire un mot, il s'est avancé vers moi,
et il m'a donné une claque. Pas fort, pas doucement. Une claque, ouverte, sur la joue gauche. Et il a crié « Sors d'ici !» Je vais vous dire ce qui s'est passé en moi dans les secondes qui ont suivi. Parce que beaucoup de gens pensent que dans ces moments-là, on réagit immédiatement. On pleure, on crie, on répond. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le temps a ralenti, vraiment ralenti. J'ai senti la chaleur sur ma joue. J'ai entendu le silence qui a suivi le cri. J'ai vu le visage de Karim, rouge, les mâchoires serrées. J'ai vu Fatima qui se cachait le visage dans les mains, mais dont les yeux regardaient quand même entre les doigts. J'ai vu Youssef qui fixait le sol, et j'ai compris, dans cet instant précis, que quelque chose venait de se terminer. Pas seulement le mariage, quelque chose de plus grand, une illusion que j'avais entretenue pendant 6 ans. L'illusion que si je donnais assez, si je me taisais assez, si je payais assez, j'aurais enfin ma place dans cette famille. Cette illusion-là est morte sur le carrelage de cette cuisine ce samedi d'octobre, et au lieu de me faire tomber, ça m'a rendue légère. Je suis sortie, sans un mot. J'ai pris mon sac, qui était posé sur la chaise près de l'entrée. J'ai ouvert la porte, j'ai refermé doucement derrière moi. Je ne claquais pas les portes. C'était une chose que j'avais apprise sur moi-même avec le temps. Quand je suis vraiment en colère, je deviens très calme, très précise. Comme si toute l'énergie émotionnelle se transformait en clarté. Je suis montée dans ma voiture, j'ai mis le contact, et j'ai conduit. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais je savais que c'était fini. Et je savais que maintenant, c'était moi qui avais les cartes en main. J'ai appelé mon avocate le lundi matin. Je l'avais consultée 2 ans plus tôt pour un autre sujet, une histoire avec un client qui tardait à me payer, et j'avais gardé son numéro. Elle s'appelle Maître Hélène Rousseau. Elle a une voix posée, efficace, qui ne s'emballe jamais. Je lui ai expliqué la situation, la claque, la maison à mon nom, les 2 000 € mensuels, le mariage, tout. Elle a écouté sans m'interrompre, puis elle a dit « D'accord, on a de quoi travailler ». Ces 5 mots ont changé ma vie, parce qu'ils confirmaient ce que je savais déjà, mais que j'avais besoin d'entendre dire par quelqu'un d'autre. J'avais le pouvoir dans cette histoire. Je l'avais eu depuis le début. Je ne l'avais simplement pas utilisé. Karim a essayé d'appeler le soir même, puis le lendemain. Puis il a envoyé des messages qui allaient de la colère à la culpabilisation, en passant par quelque chose qui ressemblait vaguement à des excuses. Il a écrit « J'aurais pas dû faire ça ». Il n'a pas écrit « Je suis désolé ». Il a écrit « J'aurais pas dû faire ça ». C'est différent. Le premier reconnaît une faute. Le second se plaint surtout des conséquences. Il a aussi écrit « Ma mère était hystérique, tu l'as provoquée ». Provoquer. Ce mot. Comme si dire la vérité sur qui possède un bien immobilier était une provocation. Comme si les faits étaient une agression. J'ai lu tous ces messages. Je n'en ai répondu à aucun. Pas encore. L'heure des réponses allait venir, mais pas comme ça. Pas dans la précipitation. Pas dans l'émotion. La semaine suivante, Fatima a appelé. Je ne l'avais jamais entendue m'appeler directement. En 6 ans, elle m'avait peut-être appelé 3 fois. Et là, elle appelait. J'ai laissé sonner, elle a laissé un message vocal. Elle disait, et je vous retranscris ça le plus fidèlement possible, elle disait que Karim lui avait dit que la maison était à mon nom, et qu'elle voulait que je lui explique ce que ça voulait dire. Elle disait que c'était la maison de la famille, et qu'elle avait des droits. Elle ne s'excusait pas. Elle ne mentionnait pas la scène de la semaine précédente. Elle parlait comme si rien de tout ça ne s'était passé. Comme si la seule chose qui importait, c'était le titre de propriété. J'ai écouté ce message 2 fois, puis je l'ai mis de côté. Mon avocate en aurait besoin. Il faut que je vous parle de quelque chose d'important ici. Parce que beaucoup de gens qui entendent ce genre d'histoire se demandent « Mais pourquoi elle a attendu ? Pourquoi elle n'a pas agi plus tôt ? Pourquoi elle a continué à payer, à sourire, à se taire ?» La réponse est compliquée. La réponse, c'est l'amour. Pas l'amour pour Fatima, évidemment. Pas l'amour pour Youssef, mais l'amour pour Karim. Pendant longtemps, j'ai aimé Karim. Profondément, sincèrement. Et aimer quelqu'un, ça vous fait faire des choses que vous ne feriez jamais autrement. Ça vous fait avaler des humiliations. Ça vous fait payer des billets que vous n'avez pas commandés. Ça vous fait continuer à mettre la table pour des gens qui ne vous méritent pas. L'amour, ça n'excuse rien, mais ça explique beaucoup. Et je pense qu'il est important de dire ça sans honte. J'ai aimé cet homme. Et c'est parce que je l'aimais que j'ai tout donné. Et c'est parce que j'ai tout donné que j'ai aussi tout récupéré quand c'était nécessaire. Parce que l'autre vérité que je dois vous dire, c'est que pendant toutes ces années, je n'avais pas été passive. J'avais été patiente, ce qui est différent. La patience, ce n'est pas l'impuissance.
La patience, c'est une stratégie. Je savais ce que je faisais quand j'avais mis la villa à mon nom. Je savais ce que je faisais quand je gardais les relevés de chaque virement. Je savais ce que je faisais quand je photographiais discrètement les contrats, les actes, les reçus. Je construisais quelque chose, tranquillement, sans le dire à personne. Parce que j'avais compris très tôt que dans cette famille, parler c'était perdre, et que se taire intelligemment c'était gagner du temps. Mon avocate a envoyé une lettre recommandée à Karim au bout de 3 semaines. La lettre expliquait que j'engageais une procédure de divorce, que je réclamais la reconnaissance de ma contribution financière exclusive à l'achat du bien immobilier et que je demandais la cessation immédiate des virements mensuels. 2 000 € par mois, stoppés du jour au lendemain. J'imagine la tête de Fatima quand Karim lui a annoncé ça. J'imagine Youssef qui regarde le plafond en se demandant ce qui va se passer maintenant. J'imagine Karim assis dans ce salon que j'avais payé, dans cette maison dont il ne possède légalement rien, en train de réaliser les conséquences de ce samedi d'octobre. J'aurais aimé voir leurs visages, mais je n'avais pas besoin de les voir. Je les imaginais très bien. Karim a demandé à me rencontrer, par l'intermédiaire de son avocat à lui, parce qu'il en avait pris un finalement, ce qui était déjà la preuve qu'il avait compris la gravité de la situation. J'ai accepté la rencontre, pas par faiblesse, par curiosité, et parce que mon avocate m'avait dit que ça pouvait être utile d'avoir un procès-verbal de cette réunion si jamais les choses se compliquaient. On s'est retrouvés dans un café neutre, à mi-chemin entre nos 2 adresses actuelles. Il est arrivé avant moi. J'étais délibérément en retard de 10 minutes, ce que je ne fais jamais d'habitude, mais c'était calculé. Je voulais qu'il attende. Je voulais qu'il soit dans l'inconfort de l'attente avant que je commence à parler. Il était assis, les coudes sur la table, les mains jointes. Il avait l'air fatigué. Il avait les yeux creusés. Je me suis assise en face de lui. Il a dit « Inès », juste mon prénom, avec une voix basse. J'ai dit « Karim », même ton. Il a dit qu'il était désolé pour la claque. Cette fois-ci, il a dit « désolé ». Mais dans ses yeux, je voyais surtout qu'il était désolé des conséquences. Désolé que les virements aient été stoppés. Désolé que sa mère soit dans une villa qu'elle ne pouvait pas légalement revendiquer. Il a dit que sa mère était difficile, tu le sais. Il a dit que lui, il m'aimait toujours. Il a dit qu'on pouvait recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Après une claque, après 6 ans, après tout ça. Recommencer à zéro. Je l'ai regardé, j'ai dit non. Il a dit pourquoi? J'ai dit parce que je mérite mieux. Il n'a rien trouvé à répondre à ça. Le divorce a été prononcé 8 mois plus tard. Relativement rapide pour une procédure contentieuse, mais mon avocate était bonne et les faits étaient hauts et clairs. La claque avait été rapportée au procès-verbal. Youssef, cité comme témoin, a eu la maladresse de confirmer les faits en essayant de minimiser. Son témoignage nous a en réalité aidés. La propriété exclusive de la villa a été reconnue. La contribution financière au ménage, les 2 000 € mensuels, les charges, les travaux que j'avais financés, a été documentée et reconnue. Karim n'avait rien à revendiquer parce qu'il n'avait jamais rien mis de côté pour cette maison, ni pour rien d'autre. Il avait vécu pendant des années, en grande partie grâce à moi. Et maintenant, il le savait, officiellement, devant un juge. Je n'ai pas gardé la villa. Ce serait la fin que beaucoup de gens attendraient. La belle revanche où elle garde la maison et met tout le monde à la porte. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Pas parce que je n'en avais pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. Mais parce que garder cette maison, ce serait garder un lien. Un lien avec eux, avec cette période de ma vie, avec tout ce que représentaient en ces murs. Je n'en voulais pas. J'ai mis la villa en vente. Elle a trouvé acquéreur en 6 semaines. Fatima et Youssef ont eu 3 mois pour partir. Mon avocate a géré la communication. Je n'ai pas eu à leur parler directement une seule fois. La vente m'a rapporté une somme significative que j'ai investie ailleurs, dans quelque chose de propre, dans quelque chose qui n'avait aucune mémoire d'eux. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est quelque chose qui prend du temps à comprendre. On pense que la vengeance, ça ressemble à une explosion. On imagine la scène, les cris, les révélations, les larmes de l'autre, la victoire spectaculaire. Mais la vraie revanche, la revanche qui dure, celle qui change vraiment quelque chose, elle est beaucoup plus silencieuse que ça. Ma vraie revanche, c'est cette réunion dans un cabinet notarial où j'ai signé les actes de vente de cette villa, seule, sans avoir besoin de personne pour le faire. C'est le virement sur mon compte le jour de la transaction. C'est le soir où je suis rentrée dans mon nouvel appartement. Mon appartement à moi, que j'avais loué avant même que le divorce soit prononcé, et que j'ai posé mes clés sur ma table et que j'ai respiré. Juste respirer, dans le silence, dans ma paix. Il y a quelque chose que je dois vous dire sur Fatima, parce que je ne veux pas finir cette histoire sans ça. Je ne la hais pas. Je l'ai peut-être haïe pendant quelques mois, oui,
Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Fatima a peur. Fatima a toujours eu peur. Peur de perdre son fils, peur d'être abandonnée, peur de ne plus avoir de pouvoir dans sa propre vie. Sa façon de me traiter, c'était de la peur mal habillée en agressivité. Ça ne l'excuse pas. Rien n'excuse ce qu'elle a fait. Les humiliations, le mépris, les années passées à me traiter comme une étrangère dans ma propre famille. Mais comprendre les raisons de quelqu'un, ça vous permet de vous libérer d'eux. Ça vous empêche de continuer à vous laisser définir par ce qu'il pense de vous. Fatima ne m'a jamais vue telle que j'étais. Et c'est son problème, pas le mien. Ce n'a jamais été mon problème. Karim, lui, je pense qu'il a compris beaucoup trop tard. Karim est quelqu'un de ni bon ni mauvais. C'est quelqu'un de faible. Faible au sens où il n'a jamais réussi à choisir entre sa mère et sa femme, entre sa loyauté familiale et son amour, entre ce qu'on lui avait appris à faire et ce qu'il aurait dû faire. Et quand un homme ne choisit pas, la vie choisit pour lui, et rarement dans son intérêt. Il m'a envoyé un message, longtemps après, pour me dire qu'il était passé à autre chose, que lui aussi avait tourné la page. Je ne lui ai pas répondu, non par mépris, mais parce que je n'avais rien à lui dire. Tourner la page, c'est exactement ce que j'avais fait. Sauf que moi, j'avais commencé bien avant lui. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et je vis dans un appartement qui me ressemble. Parquet clair, plantes vertes, livres partout. Pas de photos de famille dans le couloir, seulement des aquarelles que j'ai achetées dans un marché d'artisans, parce qu'elles me plaisaient, à moi. Je travaille beaucoup, mais différemment. Je prends des clients qui me respectent. J'ai arrêté de me justifier pour mon succès. J'ai une amie qui s'appelle Lara et qui sait tout de cette histoire, parce qu'un soir je lui ai tout raconté, et qu'elle n'a pas dit « mais tu aurais dû » ou « tu aurais pu », elle a juste dit « tu as survécu à ça et tu es encore là ». Ces mots-là comptent plus que tous les discours de soutien du monde. Je pense souvent à la femme que j'étais lors de ce premier dîner chez Fatima, il y a maintenant plus de 10 ans. Cette femme qui avait vu le regard d'inventaire, qui avait entendu « Ah, c'est toi » et qui avait quand même souri et mangé et tenté de se faire aimer. Je ne suis pas en colère contre elle. Elle faisait de son mieux avec ce qu'elle savait. Elle croyait que l'amour se gagnait. Elle croyait que le silence était une vertu. Elle croyait que les gens finissent par voir. Ce n'était pas vrai. Mais ce n'est pas grave, parce qu'entre cette femme et moi aujourd'hui, il y a des années d'apprentissage. Il y a des cicatrices qui ont durci en quelque chose d'utile. Il y a la connaissance précise de mes propres limites, de mes droits, de ma valeur. Il y a une chose que je veux vous laisser, à vous qui écoutez ça. Une chose simple. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Pas à la deuxième fois, pas à la 10e fois, à la première. Quand Fatima m'a regardée de haut lors de ce premier dîner, elle me montrait exactement qui elle était. Quand Karim a changé de sujet plutôt que de me défendre, il me montrait exactement ce qu'il serait capable de faire. Je n'ai pas voulu voir. C'est mon erreur. Pas une erreur morale. Je ne me juge pas. Mais une erreur de lecture. J'ai voulu voir quelque chose d'autre que ce qui était là. Et pendant des années, j'ai réécrit la réalité pour la rendre plus douce, plus supportable, plus conforme à ce que je voulais qu'elle soit. La réalité n'est pas négociable. Les faits ne se laissent pas convaincre. Et les personnes qui vous traitent mal ne changeront pas parce que vous les aimez plus fort. Elles changeront si elles décident elles-mêmes de changer. Et pour ça, elles ont besoin de conséquences. Pas de votre souffrance silencieuse, pas de votre patience infinie, pas de votre argent et de votre temps et de votre énergie. Des conséquences réelles. Et les conséquences réelles, parfois, c'est vous qui partez. Vous qui stoppez les virements. Vous qui signez la vente d'une maison. Vous qui refermez doucement une porte derrière vous et qui conduisez vers quelque chose de mieux. Ce samedi d'octobre, quand Karim m'a donné cette claque, il pensait me faire taire. Il pensait que j'allais pleurer, m'excuser, baisser la tête et rentrer dans le rang. C'est ce que j'avais fait pendant des années, d'une certaine façon, pas physiquement mais psychologiquement. J'avais baissé la tête. Mais cette fois-là, quelque chose était différent. Parce que j'avais dit la vérité. Pas une accusation, pas une attaque, la vérité. La maison est à mon nom. 3 mots. Et ces 3 mots avaient mis en lumière tout ce que nous avions construit, ou plutôt tout ce que j'avais construit pendant que d'autres profitaient. Et à partir du moment où la lumière est allumée, on ne peut plus prétendre que la pièce est vide. Je suis sortie de cette villa ce jour-là, sans me retourner. Et je ne me suis plus jamais retournée, pas par amertume, pas par rancune, parce que tout ce qui était important était devant moi. La vie que j'avais construite avec mes mains, avec mon cerveau, avec mes nuits de travail et mes sacrifices, cette vie-là était à moi. Elle l'avait toujours été. Il suffisait de la reprendre. Et c'est ce que j'ai fait.